responsabilité. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Bonjour à toutes et tous, nous sommes la bande des comics, émission 34, oui il y a eu un petit raté mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça se lance le Non mieux. mais c'est pas secret, t'inquiète. Exactement, vous nous accompagnez pendant une heure de 11h à midi, on est là pour vous parler du 9e art dans son ensemble, voire même un peu plus que ça dépasse et que ça déborde. N'est-ce pas ? Voilà. Pour m'accompagner, la bande habituelle, plus notre invité de la dernière émission, Laurent Jouffret, qui nous a fait le plaisir de rester avec nous. Alors, merci. Pour ceux qui ne connaissent pas la bande, on va la représenter encore une fois. J'essaye de varier à chaque fois pour que vous essayiez de vous faire une idée des personnes qui sont là. Pour commencer, on a le top des réseaux, le champion de la vidéo, de la chronique qui me fait peur. C'est ça. La chronique qui me fait peur, c'est notre cher Rémi. Comment vas-tu ? Très bien, très heureux de vous retrouver. Oui, moi aussi, c'est la semaine, c'est le mois des comics. C'est ça. Et des chroniques. Ah oui. Ensuite, le plus timide parce qu'il préfère plus l'écrit de son blog, mais néanmoins, il est très actif sur les réseaux, entre autres. C'est notre ami Jay. Salut, bonjour à toutes et tous. Il était bien ce salut, hein, très dans le feutré. Très velouté. Voilà. Et enfin, le dernier, alors lui, il découvre les SMS et WhatsApp. Hein. Donc, on peut déjà avouer que c'est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais. Voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est notre retardataire, c'est Gilles. Comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Ça va. Et donc, encore une fois, Laurent, merci d'être avec nous pour cette seconde émission. Avec plaisir. Voilà, on va essayer d'être aussi bien que la première. Au programme de cette émission, tout d'abord les actus. Ensuite, le moment qui peut me faire trembler quand ça arrive à Rémi, les chroniques, où chacun présentera ce qu'il aime et ce dont il veut vous parler. Enfin, on portera notre attention sur le label Vertigo. On vous reparlera de ce label qui était... comme l'a très bien écrit dans le programme notre cher collègue Jay, un souffle indé chez DC. Oh, c'est que c'est bon. Non mais je dis, il écrit. Il est bon à l'écrit. Mais il est magnifique. Il est extraordinaire. Bon, hein, voilà. Bon, on va pas trop le chauffer non plus. Hein. Voilà. Et on finira par Monsieur Gilles de Quiz qui nous présentera son quiz. Moi j'aime bien. Gilles de Quiz, c'est extraordinaire. C'est adopté. Je l'ai adopté. Oui. Hein, validé. Voilà. Et bien sûr, nos petites découvertes musicales en rapport plus ou moins avec... plus ou moins. Non, mais tu verras le premier, tu verras où est le rapport, où il nous a trouvé le rapport, il est costaud. Allez, un petit jingle et on attaque les news. Breaking news. Alors messieurs, j'ai envie de commencer vite fait. Je vous ai parlé le mois dernier de One Piece. Là j'avais envie de vous parler des 2 dernières bandes annonces que nous avons vues qui nous intéressent. Tout d'abord le Deadpool 3 qui nous a présenté sa première bande annonce. Ouais. Voilà, il y a... peu de matériel, faut dire à l'heure actuelle. On peut pas vraiment donner un avis, mais c'est attendu. J'ai vu que le recherche du mot penging a fait un énorme bond sur Google les 2 premiers jours. Bizarrement. Je vous laisse chercher si vous ne connaissez pas encore. Faut l'avoir vu en VO, le trailer. Oui, c'est vrai que du coup, voilà. En français, ils ont changé un petit peu le truc. Je sais pas, j'ai pas regardé. Ils ont dit non, Disney va pas aimer. Non, Disney va pas aimer Disney. Voilà, d'accord. Mais donc, pegging. Et moi, j'ai vu X-Men 97. Oui. Qui est donc la suite animée de la série X-Men 97, mais qui a été réalisée récemment, qui reprendra là où elle s'est arrêtée. Donc, la bande-annonce le montre avec le décès de Charles Xavier et la prise en main par Cyclope de l'équipe. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Les images sont
sympa. Est-ce que ça va pas être juste un revival de nos années d'enfance et qu'il y aura de la qualité? Ça restera à voir. Ouais, on prend quand même. Voilà pour mes news. Gilles. Oui. Oui. C'est moi. Voilà. Sortie d'un album le 1er mars, L'héritière de Pandore de Fabio Mancini chez le Lombard, qui va être une revisite du mythe de Pandore. D'accord. C'est vraiment à faire découvrir et très très Ok, très joli. d'accord. C'est dans la boîte. Voilà. Bien joué. Bien joué. Merci. Ah, Merci. Il est revenu en deuxième semaine, c'est pour celle-là. C'est pour Il l'a celle-là. gardé. Jay. Une séance de dédicace, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui m'y colle, avec Ranveer, l'artiste britannique d'origine indienne, qui va être en dédicace avec Felipe Andrade, l'équipe créative qui est derrière toutes les morts de Leila Starr chez Urban Comics, et qui va débarquer chez Contrebande le 12 mars, mardi 12 mars, pour une séance, une rencontre. Rencontre, c'est ça. Ouais, c'est une rencontre autour Voilà. du truc, c'est ça? Donc ouais, c'est carrément l'auteur derrière Detective Comics actuellement, mine de rien, chez DC, donc assez incroyable d'avoir ça à Toulon. Donc très très heureux, venez très très nombreux, Oui, à ça ne va pas être rater. génial. Vraiment Ouais. ne pas rater. Ouais. Venez tôt, en revanche, parce que si vous voulez de la place à Contrebande, On se serra. Bah oui, en ça va être strat, convivial. ça marche en strat. Oui, oui, on Mais, se... elle peut le faire en extérieur. Il y a une fois où elle l'a fait en extérieur. Oui, c'est selon que- le temps, et c'était pour 0 calcaré, c'était en Ouais. extérieur. Oui, mais bon. En fonction du monde, ouais. Elle Du adaptera monde, du temps. peut-être. Mais Ouais. c'est en effet un événement local à ne pas rater. Rémi. Oui, et ben moi je vous emmène du côté de Nice, parce qu'il y a une écoute. exposition de Tintin jusqu'au Tintin 30 juin au musée des arts asiatiques, une exposition croisée avec l'espace culturel départemental Lympia, intitulée Tintin, Hergé et Chang. L'entrée est gratuite. Ce n'est, je pense, pas à rater si vous êtes un tant soit peu amateur de bande dessinée et ou de Tintin, ce qui est mon cas. Donc du coup, je pense que j'irai faire un saut à Nice pour voir cette belle exposition. Vous pouvez retrouver des images de l'expo justement sur Internet. Peut-être qu'on les rebasculera sur les réseaux. Et ça fait vraiment envie, je trouve qu'il y a une très très belle mise en scène et je trouve que voilà, en tant qu'amateur de bande dessinée et de Tintin, c'est se replonger dans sa jeunesse que de voir des planches ou des objets issus de l'univers Tintin qui peuvent être toujours très agréables à voir. Oui, surtout que le lotus bleu, marin. Enfin, c'est un des plus marquants, je trouve. C'est ça, l'apparition de Chang, Exactement. etc. Et puis bon, comme tu dis, c'est une vision c'est les arts asiatiques qui, d'une façon plus large. Quoi. Voilà, et c'est jusqu'au 30 juin, c'est gratuit. Nice, allez, ça se fait 1h30 de voiture, donc ça peut être sympa. À voir. Qui en a d'autres choses oui, toujours ouais. des. Tu passeras vous voulez. après. Tu seras le prochain. Alors une nouvelle pour rester chez Urban Comics, parce qu'en ce moment je fais représentant, j'ai l'impression. Une nouvelle, l'arrivée de l'Energon Universe chez Urban au mois de mai 2024. Alors il y a eu de mystérieux trailers qui sont passés sur les réseaux sociaux, tout le monde se demandait c'est quoi ce truc. Et en fait c'est clairement... Transformers. C'est l'univers partagé de Transformers et G.I. Joe. Donc là, les gamins des années 80, ils sont en PLS. Ouais. Clairement, on va avoir l'arrivée de Daniel Warren Johnson, donc le dessinateur qui est derrière Do a Power Bomb, qui va dessiner et écrire et scénariser Transformers. Donc j'ai lu le premier chapitre qui est juste génial. Ça sort le 14 juin avec les petits bruitages, parce qu'il est très fort en bruitage, Daniel Warren Johnson, sur ses BD. Et voilà, avec donc tout l'univers partagé, on va avoir d'autres séries par Joshua Williamson notamment derrière, et Robert Kirkman qui va chapeauter, parce qu'en fait c'est eux, avec Skybound, donc chez Image Comics, qui ont racheté les droits de tout cet univers partagé de chez Hasbro, qui a sorti des jouets, et donc il va nous scénariser la première mini-série, en fait, qui s'appelle Void Rivals, dessinée par Lorenzo Di Felici, qui était aussi sur Oblivion Song, pour ceux qui se souviennent et qui ont lu ça. Oui, c'est plutôt pas mal. très joli. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, ils avaient déjà ouvert à G.I. Joe à la fin du dernier Transformers, voilà, qui s'éloignait de ce qu'on avait pu avoir des premiers, et l'image la scène de fin ouvrait sur le monde des G.I. Joe, quoi. Tu parles du film là? Oui. Ouais. Des films. ouais. Donc voilà, ça m'étonne pas. Mais ouais, ça peut être ce genre de Madeleine de Proust qui peuvent revenir très cher. Complètement. Exactement. Gilles, maintenant c'est ton tour. Ouais, moi c'était pour vous rappeler que le 5 et 6 avril, il y a les 48 heures de la librairie, de la BD en librairie. Ouais. Une dizaine de titres à 3 €.
D'accord. Bon, on aura l'occasion de le rappeler en fin du mois. C'est toujours sympa à voir comme opération. Mais voilà, oui, comme tu dis, c'est toujours sympa. Et on a du temps pour... non, bah écoute, vous avez déjà de quoi faire avec ça. Voilà. De toute façon, on l'a dit dans l'autre émission et on va le redire, la saison des festivals, conventions et autres marchés du livre se lance plein pot. On a pas mal de choses. On vous transmettra de toute façon les infos. Il y en a déjà sur Instagram. J'ai vu que... Exactement. Le boss, il a fait ça bien comme il faut. Oui, il bosse. Le boss. Le boss. Allez, une première pause musicale. Donc, vas-y, Jay, explique-nous d'où t'es allé chercher le rapport. Oui, c'est toujours bien tiré par les cheveux. Mais je voulais passer un morceau du groupe Nothing But Thieves, qui est donc un groupe britannique d'électropop, et avec un morceau qui s'appelle Welcome to the DCC. Donc, bon, il y avait un C en trop. Mais je l'ai pris quand même, vu que Vertigo, c'est d'ici. Bah, je me suis dit, ça passe. Voilà. Ça passe, crème. Comme ça. Ah, c'est comme ça. Ah ouais, d'accord. Bon, bah vous êtes de retour dans la bande des comics sur Radioactive. Nous avons passé les actualités. Maintenant vient le moment des chroniques. Alors, c'est Gilles qui va inaugurer aujourd'hui. Donc, de quoi veux-tu nous parler ? D'une bande dessinée Rébis. C'est bien. Ça va, compris le principe. Là, t'as le principe. Je parle pas de SF, non. Tu peux. Donc de Rébis chez le Lombard. Rébis est une... R-E-B-I-S, c'est Ouais. ça ? Oui, Tu vois ? Oui, je vois. T'as 3 minutes, Ouais. hein, donc... du coup, très très bonne bande dessinée. Ça va être... on est à l'ère médiévale. On est avec un garçon qui naît avec les cheveux blancs. Et à cette époque, c'est assez mal vu. Il va être, ses parents vont le rejeter parce que tout le village considère que tous les maux du village viennent de lui, si les récoltes sont moins bonnes, si l'eau n'est plus bonne à être consommée, etc. Et il va faire la rencontre d'une jeune femme qu'on dit qu'elle est sorcière, parce qu'elle habite dans la forêt, parce qu'elle s'habille pas forcément comme tout le monde, parce qu'elle fait pousser des plantes, etc. Et qu'elle soit une légende. Ouais, une femme, quoi. C'est ça. Et du coup, là, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas ce cliché de la jeune fille qui veut devenir sorcière. Au contraire, ça va être un petit garçon qui se réfugie et qui veut apprendre comment devenir une sorcière, comment soigner les gens. C'est vraiment très très intéressant, très psychologique du coup. C'est le vilain petit canard en fait qui se révèle être, qui évolue comme ça. C'est un peu l'exclu, le marginal qui veut découvrir quelque chose. C'est pas qu'il veut découvrir quelque chose, c'est juste que son père l'a mis à la porte à 8 ans parce que du coup il avait les cheveux blancs et que tout le village n'en voulait plus et qui a décidé de se relever et de rencontrer cette personne qu'il a vraiment pris sous son aile et qu'il a formé. Après, c'est un one shot ? One shot, oui, avec des dessins vraiment très 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 chouettes. Mais il veut être sorcier, pas sorcière. Sorcière, oui. Et c'est un garçon. Oui. D'accord. Ça joue. C'est une question de genre aussi, du coup. Complètement. Ça les questions de genre. Oui, comme dans toutes les séries actuellement, quoi. Oui. Après, moi, de ce constat-là, j'avais jamais vu qu'un petit garçon voulait devenir sorcière. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et du coup, on peut mettre plus facilement dans les mains des... quand on nous demande... Ça reste épuré, bizarrement. Oui, ça reste complètement épuré. Je trouve que le dessin est très très bien fait, très joli. J'ai sorti chez qui déjà ? Donc ça c'est le Lombard. C'est Lombard. Ok. Bon on va. Ok. C'était on mettra des images. Il y avait une série qui s'appelait Le Garçon sorcière chez Kinaï qui était sortie aussi à l'époque et qui avait pas mal marché. Aussi. Je sais plus qui passe en ce moment. Il faudrait que je regarde. Ok. On vous mettra les images comme d'habitude sur nos réseaux. Sur nos réseaux. Exactement. Bon allez, c'est moi qui vais vous parler cette fois de ma sélection du moment. Alors. Elle me l'a piqué, elle me l'a même pas rendu. Moi, ça s'appelle Synchronin, la voix du samouraï. C'est paru chez Marvel Graphic Novel. Donc ça fait un moment maintenant, hein. C'est quelque chose qui date de 2012, mais on arrive encore à en retrouver. Ça
comprend 5 histoires courtes avec 5 dessinateurs différents, mais un seul même scénariste. On parle des personnages donc, qui cette fois est transféré au Japon médiéval. Donc on a vraiment même si c'est 5 dessinateurs différents, on retrouve un aspect sombre et très... Voilà, il y a un côté enquête, je trouve, dans cette histoire. Et on tourne autour de 5 personnages, donc Wolverine, Psylocke, Hulk, Deadpool et Punisher, qui sont réinventés comme des personnages. On n'est pas du tout sur du super pouvoir, hein, au contraire. Mais c'est les actes qu'ils ont qui donnent une impression aux autres qu'ils ont des super pouvoirs. Qu'ils ont des super pouvoirs. Voilà, donc c'est justement, tout tourne autour de cette question entre ce qui est vu, ce qui est cru et ce qui est réel, quoi. D'accord. Et c'est très inventif, je trouve, de retrouver ces personnages comme on les connaît, mais dans un autre contexte. Ça on l'a déjà vu avec des milliers de fois avec les terres parallèles, mais là on est vraiment dans un monde de tous les jours, quoi. Plus réel et... si vous l'avez vu récemment, Blue Eye Samurai sur Netflix, c'est un peu cette ambiance-là, quoi. Et donc on retrouve des personnages qu'on connaît, mais dans des positions différentes. Et on essaie de se raccrocher à comment ils sont présentés dans ce Japon médiéval, avec les codes qui vont avec. Voilà, donc c'est très, très particulier. Ça fait ces 5 petites histoires très rapides. Il y a en fonction des personnages, un code couleur qui est appliqué sur la palette, la palette graphique. Sur la palette graphique qu'on retrouve. Hulk est un moine, Wolverine un samouraï, etc. Oui, donc il y a quelque chose de cohérent, quoi. C'est l'avantage d'avoir un scénariste et 5 dessinateurs, et pas l'inverse. Ça aurait été un peu compliqué. Voilà, donc on vous mettra les images, mais 5 Ronin, si vous pouvez le retrouver d'occasion ou quoi que ce soit, vous ne serez absolument pas déçus. Jay, moi je vais vous parler d'un titre Vertigo, vu qu'on a le dossier qui va suivre, qui sera sur ce fameux ancien label de chez DC. Je vais vous parler de... originalité. C'est fou. Je vais vous parler de Punk Rock Jesus, qui est donc alors il a été édité chez nous du coup en un album, une version un peu agrandie d'ailleurs chez Urban Comics. 6 numéros qui sont sortis en 2012 aux États-Unis, donc dessinés et scénarisés par Sean Murphy. Entièrement noir et blanc. Entièrement noir et blanc. Voilà, ça par contre, contrairement à pas mal de ses œuvres maintenant qui sont colorisées, celle-ci à l'époque était tout en noir et blanc, 232 pages pour un montant de 20 €. À l'époque. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à 20 €. Voilà, pour ce format-là. En revanche, on peut le trouver à beaucoup moins cher, notamment dans la collection Urban Nomad, parce que lui aussi a été édité en petit, à 5,60 € dans la dernière vague, l'avant-dernière vague, vu que c'était au mois d'août 2023. Donc voilà, ça vaut le coup pour découvrir un petit peu cette histoire. Et en fait, en gros, c'est une émission de télé-réalité qui souhaite cloner le Christ à partir du suaire de Turin. Et qui va suivre le Messie pendant toute sa vie, donc devant les caméras, devant le monde entier, et au fur et à mesure qu'il va grandir, il va se réfugier dans le punk. Donc c'est complètement à contre-emploi. Moi j'ai énormément kiffé de le relire pour l'émission. Je crois que j'ai même préféré la relecture à la première fois quand je l'avais découvert. C'est vraiment une tuerie visuelle avant tout, hein. Sean Murphy il envoie clairement avec son trait super précis, c'est tranchant. Là. Énormément de détails, des twists dès le premier numéro. Ça, c'est dès le premier chapitre, il y a des trucs assez énormes dont je me souvenais absolument pas. Et clairement, j'ai passé un super mémoire quand même. Hein. Mais on en lit tellement, il faut dire. C'est difficile. Et je trouve qu'il vaut surtout pour ses personnages secondaires. En fait, on a notamment son garde du corps en fait au sein de cette émission de télé-réalité. Il s'appelle Thomas McHale, qui est un ancien de l'IRA. Et donc, on a une notion de guerre de religion un petit peu là-dessus. On a des cathos intégristes qui essayent d'attaquer l'île sur laquelle se tourne cette émission.
d'animation. Enfin, il y a tout un tas de choses qui arrivent là-dedans et je trouve que c'est vraiment cet aspect-là pour moi qui est le plus intéressant, sorti bien évidemment du punk qui est omniprésent dans ce bouquin. Moi, je me souviens que ce qui m'avait refroidi, je me suis souvent posé la question de savoir si je l'achetais ou pas, parce que comme tu dis, Sean Murphy, mais le noir et blanc m'avait bloqué, quoi. Quand j'avais ouvert le truc, j'avais l'impression d'un côté fouillis. Mais c'est le problème de Sean Murphy, en fait, c'est que je trouve que son dessin en noir et blanc, le problème, c'est que tu as beaucoup de détails qui passent à la trappe. Et je préfère nettement ces versions colorisées, comme les White Knight, qui pour moi, voilà, justement, les détails ressortent. Là, pour moi, je trouve que ce n'est pas du tout un dessinateur qui s'exprime correctement en noir et blanc, pas du tout. Ouais. Tu connais ? Pas du tout. Ok, j'essaye. Franchement, j'essaye. Depuis les émissions, là, mais d'accord. Tu avais d'autres choses ? C'est bon pour moi. Ok. Laurent ? Oui. Dis-nous. Bon, ben moi, comme on m'a Je suis désolé, mais il faut que tu te précisé dernièrement, du coup, de parler d'une série Vertigo, je regardais un peu dans ma bibliothèque ce que je pouvais avoir. Parce que moi, les noms des maisons d'édition, je ne serais pas capable de le donner. Je peux te rassurer, moi aussi, j'ai eu la même. Le plus souvent. Et je suis tombé sur Preacher. Ah oui, Preacher, oui. Donc, du coup, je ne me suis pas amusé à tous les relire, j'aurais pas eu le temps. Mais je me rappelle un peu de la série télévisée qui était passée. Oui, qui est une bonne adaptation, je trouve. On va dire que oui. Pas au niveau de ce que peut être la BD, on est bien d'accord, mais c'est une adaptation correcte et tout à fait. Et des bons acteurs surtout. Donc c'est scénarisé par Garth Ennis et c'est dessiné par Steve Dillon. En regardant, j'avais pas fait gaffe, j'avais fait la corrélation qu'en fait c'était quand même les deux qui ont fait pas mal aussi de Punisher. C'est ce que j'allais te dire. Exactement. Comme quoi l'émission m'a aidé. C'est pour ça que... Et du coup je me suis dit, c'est peut-être pour ça que j'ai aimé la série, quoi. Peut-être. Donc c'est une série de comics qui a eu apparemment 66 épisodes. Ça relate les aventures du révérend Jess Carter qui doute de l'existence donc de Dieu. Et par accident, il va fusionner avec une entité divine qui s'appelle Genesis. Et du coup, il va se retrouver avec un immense pouvoir de persuasion. Rien qu'avec sa voix. C'est ça. Rien qu'avec sa voix, la personne est obligée de l'obéir. Il ne peut pas faire autrement. Voilà. Qui que ce soit, ange ou autre. Et dans son périple pour retrouver Dieu, entre guillemets, qui a abandonné le paradis, il est accompagné de son ex-petite copine, Tulip, qui est maintenant une tueuse à gages, entre guillemets. Ça, on l'a pas trop vu dans la série. Non, dans la série télévisée, on l'a pas trop vu par rapport à ça. Et d'un vampire irlandais, donc qui dit irlandais, il dit alcoolique. On est d'accord. C'est fantastique ce perso. C'est ça, ouais, j'adorais aussi. Mais tout n'est pas si simple, parce que les anges qui devaient garder Genesis envoient à leur trousse le saint des tueurs. C'est un cow-boy mort-vivant invincible qui a la charge de Dieu, quoi. Et dans tout ce petit monde, il y a aussi une style de secte, une société secrète, le Graal, qui s'apprête à déclencher l'apocalypse. Donc c'est un gros mix de tout. Voilà, c'est encore, vrai que ça résume. Et même dans l'histoire avec la guerre secrète, pas la guerre secrète, la société secrète, dedans il y a c'est le descendant de Dieu aussi. Voilà, un descendant de Dieu, mais il pense que c'est plus lui et il pense que du coup c'est le révérend aussi Carter. Donc entre eux déjà il y a un style de petite guerre. Donc c'est pour ça qu'ils veulent aussi retrouver le fameux Jess Carter. J'ai adoré cette série. C'est une très, très bonne série, je me permets juste de compléter. Oui, on est vraiment sur l'impression de qu'on est à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on est au bout de tout et donc c'est des personnes qui n'ont rien à faire là-dedans, qui viennent interchoquer dans l'histoire. On est sur du Ennis, donc c'est très, très critique de la société et de la religion. Et c'est un monument, c'est un grand classique et ils ont été ressortis en 5 volumes, je crois, chez Urban. Je crois que c'est 5 voir en nomade d'ailleurs. Ça serait bien. Voilà. Moi j'aimerais bien. J'aimerais bien aussi. Celui-là voudrait trop comme Métropolitane dont je t'avais fait les grandes des cordes chaudes et dont tu vas nous en parler maintenant. Attention, on arrive à la chronique. C'est là que ça se passe. Je suis au courant de rien. Je veux
je dis rien. Bah allez, Cachez les enfants, cachez les enfants. Cachez les enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de Transmétropolitan de Warren Ellis et Darick Robertson, édité par Urban Comics dans Feu, le label Vertigo. Ici, dans la collection de poches, il faut des grandes poches, Urban Nomade. L'autre soir, je rentrais chez moi, quand j'ai croisé un mec à un coin de rue. Et mec, tu veux planer, tu veux... Prends un truc qui te colle au plafond, mec. Les Transmétropolitan, mec, tu vas voir. Un truc de dingue. Cette voix me disait quelque chose. Et RD Putain, mais RD, ça fait une semaine qu'on te cherche. Mais qu'est-ce que tu fous en caleçon? Il te manque une chaussette en plus. Ah, t'as pas de caleçon? Ben, mets-en un, RD, mets-en un, putain. Donc, sur les conseils avisés et insistants d'RD, j'ai lu donc Transmétropolitan. Waouh, quelle claque! Ça, c'est du comics politique comme j'aime. Je disais justement à RD qu'il manquait une petite intrigue de fond politique après avoir lu le premier tome. Ben mon gars, voilà, j'ai été servi et pas avec la petite cuillère. Hein. L'histoire raconte donc le retour du journaliste Spider Jérusalem. Je vous laisse deviner les clins d'œil évidents dans la mégalopole appelée la ville. Un endroit qui grouille d'individus en tout genre, humains, animaux qui fument, des chats à 3 yeux, un endroit où tout est faisable et tout est permis. Spider Jérusalem, ultra-violent, sociopathe, toxicomane, sexiste, a pourtant un seul et unique but dans son métier de journaliste, la vérité. Quitte à pousser les vieux dans les escaliers ou à mettre des coups de pied dans les valseuses du soir au matin. Et comme il ne fait pas les choses à moitié, Spider Jérusalem a décidé de remuer la merde autour du président des États-Unis. Si le mec il vient en France, il lui faut un tractopelle. D'ailleurs, je pense qu'il doit pas être bien loin, puisque l'intérimaire au ministère de l'Éducation est parti se réfugier à celui des Jeux Olympiques. Donc, il doit être dans le coin. Pour rappel, Warren Ellis, c'est le mec que tu peux paniquer au Cluedo. Et non, toi, t'es là avec le colonel Moutarde en sortie EHPAD. Et puis lui, il joue avec le Punisher, alors des tournevis, des mitraillettes, de la TNT, donc tu perds assez vite. Le trait riche et poisseux de Robertson convient parfaitement au scénario sans concession de Warren Ellis. Et, je cite RD pour finir, accrochez-vous, prenez le temps, installez-vous confortablement, car le voyage promet de ne pas être de tout repos. Voilà. Je précise que je garde quand même mon caleçon, contrairement aux idées reçues. Non, mais c'était tard le soir, enfin. On peut me trouver pas frais tard le soir. Ça, je ne le... pas de souci. Mais le caleçon, toujours il un reste. caleçon. Exactement. Sur la tête. On n'a pas dit. Et pas toujours la mienne. Bon, bah en tout cas, il était très bien, ça va, j'ai pas perdu. C'est bon, ça a été. Ouais. Ah, non. ça va. Non, mais bon, voilà, je vois que tu as apprécié autant que je pouvais énormément le penser. Vraiment. Moi, c'est une œuvre que j'adore, que j'ai acheté à l'époque quand il était ressorti en Urban, qui maintenant a la chance d'être en pocket comme ça, et il y a beaucoup de choses, vous riez, vous posez des questions, vous outrez, je mais dirais. surtout, c'est ce que je disais, tu as cette intrigue politique de fond qui est juste incroyable. Et vraiment, mais je te dis, autant le premier tome m'a paru un peu long, mais en fait, c'est vraiment une mise en place. Et à partir du deuxième, putain, mais ça part pied au plancher. Et vraiment, j'étais scotché et très, très emballé par ce Transmétropolitan. Et donc, je te remercie de m'avoir fait découvrir ça. Et moi, je veux le même pistolet Gerber qu'il a. Ah oui. Mais alors, planquez-vous. Bon, eh ben, on a fait le tour de nos chroniques. J'espère que vous vous êtes fait une idée de ce que vous pourrez ou lire bientôt. On va faire une seconde pause musicale. Cette fois, c'est The Clash. Tommy Gunn, c'est ça que tu nous as fait ? Exactement, en hommage au personnage de Punk Rock Jesus, donc Thomas, le fameux personnage de Lyra, et parce qu'on a un petit album du Clash qui apparaît dans une case justement dans les détails de Sean Murphy. D'accord, t'es un psychopathe. Tu as choisi les fins les plus abruptes possibles. C'est une thématique aussi. Vous êtes de retour dans la bande des comics sur Radioactive. Nous sommes passés sur notre dossier, donc Le label Vertigo. Les chroniques Vertigo. Maintenant, on va passer au dossier sur le label Vertigo. Donc, un souffle indé chez DC, comme nous a très joliment intitulé ça. Messieurs, qui ouvre le bal ?
T'as badgé, t'avais le titre, tu continues. Allez, bah c'est parti. Parle-nous de ce... Déjà, Alors, qu'est-ce que c'est que ce label ? C'est quoi Vertigo ? Vertigo, c'est une filiale, hein, ce qu'ils appellent un imprint aux États-Unis. Donc un espèce de une sous-collection finalement de l'éditeur américain DC. Donc clairement qui dépend du groupe Warner. Et voilà, une multinationale qu'on connaît tous. Et clairement, c'était censé être un label avec des thèmes plutôt adultes. Donc des thèmes qui vont tourner un peu plus violents. On va parler de sexe assez ouvertement. On va parler de religion assez ouvertement. Et qui était supervisé par une éditrice qui s'appelle toujours Karen Berger d'ailleurs, et qui est passée d'ailleurs depuis quelques temps chez Dark Horse, qui a quitté notamment DC et donc Vertigo en 2012. Le label, il est né en 93 et il a vécu jusqu'en 2020. Et il a été remplacé plus ou moins peu ou prou par le Black Label. Par le Black Label, voilà, ouais. par le Black Label chez DC, en fait. Et effectivement, en France, c'est édité depuis quelques années chez Urban. Est-ce que tu veux nous compléter un petit peu ça ? En fait, un des problème de chez Vertigo, c'est qu'en fait c'était un label indépendant. Au même moment, il y avait Image Comics, et si tu veux, on va dire que les deux labels se sont un peu, alors pas fait face, parce que je pense pas qu'il y avait forcément de la concurrence, mais c'est sur le modèle en fait. Image est ce qu'on appelle un creator owned, c'est-à-dire que ce sont les créatifs, les auteurs, qui détiennent les personnages ainsi que les droits, ce qui a évidemment une très grande importance. Et alors que chez Vertigo, comme l'a dit Jay, en fait, c'était une sous-division de DC. Donc, Vertigo piochait des personnages chez DC. DC piochait des personnages, que ce soit Sandman, que ce soit Zatanna, etc. Dans Sandman, il y a eu beaucoup de personnages. Et le problème, c'est que, en fin de compte, DC avait toujours un regard sur ce qui se passait chez Vertigo. Jay l'a dit, ce sont des thèmes adultes, de sexe, de drogue, de religion, de meurtre, etc., de violence. Donc un monde ici, qui était toujours un peu plus axé, on va dire, grand public, a commencé un peu à dire, ouais, mais bon, là, on n'est pas trop d'accord, du coup. Oui, on peut mourir, mais il faut revenir après. Alors que non. Alors que du coup, en fait, dans la vraie vie, si on meurt, tu vois. Ouais. Mais voilà, donc c'est ce qui a créé un petit peu, en fin de compte, l'image de Vertigo, où en fait, Karen Berger a fait venir beaucoup d'auteurs anglais, Alan Moore, Grant Morrison, etc., qui ont vraiment marqué de leur empreinte ce label Vertigo, avec justement des thèmes que les Américains n'avaient pas forcément idée d'aborder, mais ces auteurs anglais, oui, ont apporté, Alan Moore a apporté beaucoup de nuances sur Swamp Thing. Quand on lui confie, c'est un truc comme ça, et hop, il arrive à le remodeler, à apporter une nuance au personnage qui fait que, tout d'un coup, il y a de l'intérêt pour ce personnage, du effet pour Vendetta. Pardon ? Ce qui n'était pas gagné. C'est ça, et donc voilà, donc, en fin de compte, et après, ce qui a malheureusement créé la perte de Vertigo, c'est que DC a fini par couper les robinets, dire maintenant, en fait, on récupère tout et les auteurs ont commencé à partir, etc. Mais voilà, ça a été un label qui a été vraiment, à la base, été marqué pour ça, a été marqué par cette liberté de ton dans les comics abordés. Gilles ? Non, après... Si. Ce que je voulais rajouter, c'est vu tout ce qu'ils ont publié, c'était un label quand même. C'est fou. C'était une référence. Il y a les Sandman, Preacher, les Fables, Loser. Hellraiser, non ? Oui. Ouais, Hellblazer. Ouais. Hellblazer, C'est vrai que c'était... ouais. C'était quand même un label qui était une institution. Enfin, pour moi, c'était une institution en librairie. On savait que quand il sortait un titre, c'était vraiment quelque chose de recherché. Moi, ça a toujours été une référence comment dire, de mettre un pied un peu à côté de ce qui se faisait. En plus, bon, ça s'est fini en 2020, mais ça faisait quand même un bon moment que ça sortait en urban, etc. Mais quand j'ai commencé vraiment dans les années 2000, il y avait encore Vertigo, même si on n'en trouvait pas forcément partout. Et c'était... Enfin, tu te posais au milieu d'une bibliothèque, c'était le truc le plus noir, ça dégoulait de noir, ouais. C'était... Voilà, on était sur un indé, ou sur même pas forcément un indé, parce que quand Hellblazer, John Constantine, pour moi, c'est pas de l'indé. Mais tu peux absolument pas le mettre au même niveau que les personnages d'ici.
C'est Et pas- pourtant, ils ont été intégrés effectivement, et Ouais, notamment en 2012, en fait, au moment où Karen Berger part, c'est clairement parce que DC a intégré au moment de ce qu'ils ont appelé les New 52, donc le gros reboot de leur univers, et ils ont intégré clairement Swamp Thing, Animal Man, Zatanna, Constantine, du coup, Hellblazer, Mais ça à allait l'intérieur de leur série. aussi par une volonté de DC de rendre un peu plus noir son catalogue. Oui, mais en fait, c'est ni fait ni à faire. Parce qu'en fait, oui, ils ont voulu le rendre plus noir, mais en fin de compte, en se délestant de tout ce qui faisait la caractéristique du label Vertigo, en fait, si c'est pour prendre un John Constantine, mais qui ressemble, tu vois, à l'Inspecteur Gadget, bon, ça perd de son charme. Et en fait, c'est là qu'est le... Ouais, c'est l'imperméable. mais du coup, voilà, en fin de compte, tu ne peux pas intégrer... Mais en fait, je pense que les deux univers, à un moment, ne peuvent plus se croiser. Je sais que tu as eu un moment Constantine qui a fait la Justice League Dark, mais en fin de compte, ce qui fait le sel de Constantine, je ne suis pas un lecteur vraiment expert sur le sujet, mais c'est sa liberté de ton, tout ça, etc. Si tu le mets dans la Justice League, n'a plus aucun intérêt. Il avait rien Il à était y pas faire. mal dans les Injustice, en revanche. Il y a une saison qui est complètement sur l'univers magique, d'ailleurs c'est la troisième, je crois, la troisième année. Ouais, troisième ou quatrième, et il est très très bon. Il est très très bien écrit dessus. Laurent, toi, Vertigo, ça invoque quoi? Du comics, mais c'est vrai que je suis pas du tout dans l'univers d'ici, je suis vraiment dans le Marvel. Et Donc j'ai énormément de mal. Donc comme je dis, pendant j'avais très fraîcheur sans longtemps, savoir. j'étais mais- uniquement Marvel, et c'était Vertigo qui m'a tiré lentement en dehors de Marvel. Il n'y avait que via les Vertigo que je sortais les Preacher, les Transmétropolitan. Y, le dernier homme. Oui. Ouais, le le Smet, dernier qui est roi. excellent, juste excellent, quoi. Donc voilà, non, c'est sûr que Et- c'est une référence. Est-ce que c'est si terrible que ça soit mort? Pas forcément d'une belle mort, mais Moi, je pense. Il faut se recentrer. Je pense que prendre des sous-labels, entre guillemets, je vois pas trop l'intérêt à force. Maintenant, il faut vraiment qu'ils aient vraiment leur propre label et que ça reste comme ça, quoi. Ouais, mais on regarde maintenant, qu'est-ce qui sort vraiment en comics indépendants? En France, je parle. Il n'y en a pas énorme. Ouais, à part du coup, ça vient d'un problème de diffusion plus qu'un problème de création. Tu vois ce que... Ouais, complètement. Ça veut dire, on a toujours une qualité d'indé qui existe, mais je pense qu'on n'a pas assez accès au truc. Parle-nous de ce que t'as en main. Voilà, Ouais, c'était depuis juste tout à l'heure, il fait joujou avec sa main. Eh ben oui, je monte et je descends. Mon génie. Ben oui, je parlais de l'ouvrage V pour Vertigo. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Hommage au label politique et expérimental de DC Comics sous la direction de Siegfried Wurtz, le neveu d'Eric La Wurtz. saucisse. Et du coup, comme une saucisse. aux éditions Le Murmure, voilà, si vous voulez connaître l'histoire de Vertigo, le pourquoi du comment, d'où est-ce que c'est venu, où est-ce que ça a atterri, ben voilà, je vous conseille ce V pour Vertigo. Je connais V pour Vendetta, mais V pour Vertigo. Et c'est pour ça justement de là, c'est clin d'œil. la référence est là. Parce que bien pour sûr. Vendetta, quand il a été réédité, du coup collecté, en fait, il est sorti sur le label Vertigo. Donc clairement, ça a été un des fers de lance de ce label-là. Et Siegfried, pour le coup, qui est un personnage qui intervient dans différents podcasts, notamment Batman Legend, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'avais lu son ouvrage sur Batman, également sur Qui est le Chevalier Noir, qui est incroyable. C'est un universitaire, Siegfried, donc il va vraiment dans le détail du truc. Et moi, je me suis régalé. Donc j'ai hâte que tu me le prêtes. J'aime bien son one-man show de geek. Je conseille le one-man show. Et il a un one-man show d'1 heure qu'on peut retrouver. Ah non, mais c'est pas Fred Sigrist, c'est Siegfried Wurst. Siegfried Wurst. Voilà, je me disais, bien, tu parles de Sigrist, c'est pour ça. Et lui aussi, mais lui il est sur France Inter. Il est aussi à radio. Ça t'as aussi, et c'est très bien aussi, et on en parlait récemment, donc c'est pour ça. Mais Vertigo, de toute façon, pour qu'on en vienne à écrire des bouquins dessus, c'est que le label n'a pas été... Mais en fait, 25 ans, c'est limite une étoile filante dans le monde de l'édition, mais sa liberté de ton à un moment, donc comme dit la DJ, c'était dans les années 93, surtout, début 93, où je pense que le comics avait déjà bien vécu, et un peu peut-être sous ce qu'a impulsé Frank Miller, en fait, d'avoir et Watchmen, d'avoir un moment des comics qui
parler de super-héros, mais pas forcément. Watchmen, moi, quand je l'ai lu, ça a été une vraie claque. C'est quelque chose que j'ai lu très jeune dans ma carrière de lecteur, qui a façonné tout ce que je veux lire maintenant. Tu vois, ça te dépeint complètement, ça oublie le côté un peu superficiel des super-héros, et ça montre des personnages, des fois dotés de super-pouvoirs, des fois non, où on voit vraiment qu'il y a un envers du décor. Parce que des fois, le comics mainstream ne montre pas. Tu vois, et donc, quand tu lis V pour Vendetta, waouh, tu le relis même maintenant, je pense que ça résonne un petit peu quand même dans les oreilles. Ça met des claques. Transmétropolitane, pareil. Transmétropolitane, exact. Tu vois, il y a quelques alarmes qui se déclenchent quand tu lis. Il y a un certain comparatif qui peut être fait. Regardez à quoi ressemble le sourire. Ça vous rappellera quelqu'un. Éventuellement aussi. Ouais. Et ce qu'il fait. Qui est en position actuelle, mais qui est toujours en fonction. Mais non, Vertigo, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose à l'heure actuelle qui ressorte? Faut dire aussi que ça s'est bien développé dans les années 90 parce qu'il y avait un vrai désamour pour tout ce qui était Marvel et DC. Il y a eu très peu d'arcs très importants qui sont sortis de Marvel ou de DC que tu peux sortir des années 90. C'est là où les bonhommes étaient il y avait plus de muscles que humainement possible. Des poches. Les femmes pas possibles. Et ça tenait plus dans le dessin et une violence plus qu'une recherche voilà, alors que les indés justement se sont développés à partir de là, et puis il y a une meilleure diffusion aussi à partir des années 90 qui ont permis des diffusions mondiales, alors qu'avant on était sur quelque chose, il fallait les diffuser dans une librairie spécialisée qui importait des États-Unis, enfin voilà quoi. Donc c'est une question de moment. Est-ce qu'à l'heure actuelle on a encore la possibilité de sortir un truc comme ça? Moi je trouve que la réelle déception en fait c'est le Black Label. Moi le Black Label qui est censé être au début promettait monts et merveilles, et après le Black Label c'est devenu un fourre-tout, on ne sait pas quoi publier, on le met dans le Black Label, mais ça n'a plus rien de Black Label. Et je trouve que la déception, elle est là, parce que maintenant, les titres qui sont un petit peu subversifs sont noyés dans une masse, et si on n'est pas un petit peu alerte, ou si le libraire, on va pas le chercher pour lui dire, tiens, je cherche quelque chose de... si tu vas voir un libraire, tu dis, moi, j'ai lu V pour Vendetta, Watchmen, il va t'orienter sur quelque chose, je pense. Et voilà, donc c'est le libraire aussi qui va essayer un peu de transmettre cet héritage-là. Mais c'est noyé dans la masse et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et de très bonnes émissions de radio, évidemment, pour vous informer, parce que sinon... Mais est-ce que le manga, vu qu'avant, on va dire, il y a 15-20 ans, on n'en avait pas autant que maintenant, n'a pas fait du mal aux comics aussi? Indirectement. Je pense pas que ce soit la même cible. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Pour moi, les cœurs de cible étaient tellement pas les mêmes que ça s'est chevauché pour des personnes comme moi ou Annie qui est là, qui a touché un peu à tout et quand tu prends conscience que tu peux trouver dans la façon de faire des Japonais l'indépendance et le côté brut que tu pouvais avoir dans les indés style Vertigo, tu pêches à droite à gauche, et puis tu as des très grandes séries mainstream en manga qui passent très bien pour tous les âges. Oui. Et là maintenant, en revanche, on vient plus vers le coréen avec les Blue Lock, les trucs comme ça, qui eux ont abordent différemment les choses. On pourra en reparler dans une autre émission. Mais les Coréens, pour donner le truc, c'est très individuel. C'est la personne qui se développe. Tu regardes Blue Lock, c'est que des attaquants et les mecs, il faut qu'ils se défendent et trucs. Alors que le japonais, lui, non, c'est un concept de famille et d'aide des autres qui poussent, etc., etc. One Piece, c'est une histoire de famille qui se crée. C'est pas un truc de baston violent. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a des phases, je trouve, et là on arrive dans une phase beaucoup plus individualiste dans les mangas. Annie, on sort du shonen. Tu reviens, on aura l'occasion d'en reparler, mais on n'est plus sur quelque chose aussi vaste que pouvait être le Fairy Tail, les One Piece, etc. quoi. Après, sur ce label, juste pour éventuellement pour conclure, il y a plein de choses aujourd'hui qui sortent en indé. Aux États-Unis,
chez Dark Horse, chez Image, un Saga par exemple, clairement pour moi il a un ton et il se permet de faire des choses qui est édité en France aussi après et qui est relayé. Donc mais pour moi une pépite qui est sortie. C'est pas un manque en fait d'acteurs. En fait, il y en a des éditeurs et des éditeurs indépendants. Il y en a des super bons et en France aussi d'ailleurs derrière, même s'ils sont souvent rattachés à des grandes filiales et des grandes maisons d'édition. Mais je pense que la difficulté était d'aller chercher un comics à l'étranger pour espérer que ça marche parfaitement en indé en France. Et ça, c'est pas gagné parce qu'on n'a pas les mêmes façons d'aborder les choses. Pas du tout. Pas le même marché, pas les mêmes... Donc, il y a des risques et qui peut encore prendre ce genre de risque à voir. On a pourtant pas mal de... Alors, c'est sur le manga que les éditeurs français se développent. Parce que c'est ce qui marche, hein. C'est ce qu'ils vendent actuellement. Oui, et puis il y a une question de coût. Hein. C'est pas la moitié du marché de la BD. L'objet livre, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Tout à fait. Bon, messieurs, on a fait un peu le tour sur Vertigo. T'en sors toi là-bas Je crois qu'il va pas passer. Il est en train de décéder là. Il passera pas à l'émission. Ok, donc on va vite passer au quiz de Gilles de Quiz. Voilà. Allez, vite. Il sort de tenir, mais un petit jingle quand même parce que il le mérite. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors, c'est quoi déjà le thème? Petit quiz sur en quelle année? En quelle année? Allez, on fait la même, hein, chacun son tour. Allez. Et on voit qui est le plus La près. première devrait être rapide. Le premier. Ce qu'on dit toujours. Ouais. Quelle année fut créé Batman? 39. Et ben voilà. C'est pas la vitesse, d'accord. Parce que sinon, on parle tous en même temps, ça devient imbitable à la fin. Et... Allez, non, désolé. Ok, donc 39. Voilà. Okay. Lolo, celle-là, elle est pour toi. En quelle année le Punisher apparaît pour la première fois? Non, ça, je pourrais pas répondre. Ok. Allez. Peu près. 45. Perdu. 52. Perdu. 42. Perdu. Merde. 75. Oh, presque. Ah bon? Ah ouais, si vieux que ça? 72, non. C'est déjà tiré 60. 66? 74. Quand même. Dans le sous le trait de qui? C'est qui le Punisher déjà, le créateur? Qui l'a créé? Très bonne question. J'ai pas regardé. C'est Marvel. Mais le meilleur, c'est Garcenis, c'est Steve Yeun. Du moment que moi j'ai l'omnibus du Ron Ennis, t'as plus besoin d'autre chose. Du coup, petite info, c'est dans le comics book The Amazing Spider-Man 129. D'accord, il a commencé chez Spider-Man. Voilà. Oui. Ouais, ça m'a paru curieux. C'est comme beaucoup des héros urbains. Hein. Même Daredevil, je pense. Oui, au début, Lucky Luke, il n'avait pas de brindille dans la bouche, il avait autre chose. Une cigarette. Yes. Top, ouais. Je vois pas le rapport avec la date, mais... Ouais, non, je sais pas, je l'ai calé comme ça. Mais il n'y a même plus de thème, là, c'est n'importe quoi. C'est très non, mais non, on repart tu sur vois pas la marque de la cigarette non plus, non? Ouais, t'as la marque? Maurice, je crois. J'en sais rien. Non, mais ça, le Maurice, ça serait logique. Tiens, en parlant de Maurice, en quelle année Maurice décide de la remplacer? 90. La cigarette. Ah ouais, non, 90. c'est quoi le rapport avec la BD? Il y a une BD sur la cigarette? Non. Mais dans Lucky Luke, Lucky Luke, on est toujours sur C'est pas au moment de la loi 20, ça c'est sûr. Là, ouais, de 2010. Perdu. J'ai dit 90, moi. Je sais pas, 2001. Perdu. 93. Perdu. 83. Si vieux que autant que ça. Très très rapide. D'accord. Ouais. Donc en fait, on a connu que avec les brindilles, quoi. Oui. Oui, je pense pas l'avoir connu. Ah, mais comme t'as lu quand t'étais plus jeune que celle où il fumait, donc ouais, tu vas me dire, ouais. Logique. En quelle année, quelle est la première publication de Black Sad? En quelle année? Première Black Sad 85. Perdu. Je dirais 92. Non. 88. Non. 95. Non. 2000. Waouh. Sérieusement? Ouais, en 2000. C'est si récent que ça, d'accord. C'est là où tu te rends compte que... Ça a quand même 25 ans, quoi. Enfin, 24. Oui. 24, ouais. Ouais. Fais un gosse, tu verras la différence. Tu verras qu'il sera plus si jeune, 25 ans. On va parler d'une petite maison d'édition qui fut créée ici à Toulon. Après. Soleil. Ouais, en quelle année elle fut créée? Ouais, 87. Perdu. Je l'ai lu en plus. 93. Non. 97. Non. Encore la même chose, 95. Non. On peut pas appeler un ami?
Ouais. Bon, Combien C'est ça. En 89. 89. Ah, j'étais pas loin quand même. Pas hein. loin, non. Ah ouais, Ouais. ça va. Est-ce que t'en as une dernière? Oui, tiens, pour rester chez Soleil, en quelle année elle rejoint le groupe Delcourt? Ah, ça c'est en ouais. 2004. Non, c'était avant qu'il parte. 2016. Non, 2013. 2018. non, 2011. On a fait 0, hein. Zéro. Ouais, non, ça va. Il en reste un petit peu. Cigarette. Ah ouais, d'accord. Une ouais, il y a dernière un point, rapide. là. Allez, vite, mais c'est parce que tu fais pas partie de l'émission, toi, c'est pour ça que t'as La répondu. première émission du Club Dorothée. Oh, pour 87. Non. Si, pile dedans. Ah, Pile dedans. Ouais. Merci Dorothée. Et la dernière Non. Pile en Dorothée. Pour la prochaine. Bon, messieurs, on a encore bien ri. On espère qu'on a apporté des infos et au moins un bon moment à vous, chères auditrices et auditeurs. On se retrouve sur les podcasts, en podcast sur les plateformes, à peu près toutes. Hein, de Oui, toute même toutes, façon, oui. voilà, vous pouvez suivre. Vous pouvez nous retrouver sur radio-active.net. Et si vous êtes sur l'air toulonnaise, c'est le 100 FM. Merci à tous les amis. Merci. Et puis à la prochaine. Merci. Salut. Merci la bande.